Bonsoir. Être en panne sur la route des vacances, c'est pas drôle du tout. Quels frais va prendre en charge ou pas le livret ETI, si vous en avez un? Mieux vaut être au clair avant, une téléspectatrice l'a appris à ses dépens. Et on parlera ce soir abondamment de casques pour les cyclistes qui se multiplient, vélos électriques en ville, VTT en montagne, tout ce beau monde roule vite, très vite. Est-ce qu'il faudrait le rendre obligatoire, le casque? Et si vous en voulez un, choisissez-le bien. Il sera beaucoup question de vélo ces prochains temps, puisque vous le savez sûrement, un des objets soumis en votation populaire le 23 septembre prochain concerne les pistes cyclables. Avec la multiplication des vélos électriques, des VTT, électriques ou pas, on pédale pas mal en Suisse. Il y a presque 4 millions de bicyclettes en circulation. C'est excellent pour la santé, mais le revers de la médaille, ce sont les accidents et les morts. On parlera chiffres tout à l'heure. D'où l'importance du casque, et pas seulement en plein trafic. Chantal Panatier et Dominique Gabrielli, nos guides ce soir, ont commencé par prendre de la hauteur. Ah, le grand air. Moteur sous les pédales et casque sous le soleil. Julien s'est joint à ses amoureux du VTT pour 700 mètres de dénivelé presque sans peine sur le chemin des planètes dans le Val d'Annivier. Ça chauffe un peu quand même. Et ça serait pas encore plus fun sans casque? Sans casque là, pour la montée ce serait possible, mais après il y a la descente. Donc sans casque la descente ça va être un peu compliqué quand même. Des fois je l'enlève à la montée quand j'ai vraiment chaud, mais en descente c'est obligatoire. Parce qu'en descente, on a vite fait de se prendre une racine, de se prendre un arbre, donc ça peut quand même être utile d'avoir un casque sur la tête. Il a quelle taille ce casque? Alors c'est une taille unique, je l'ai loué en bas au village, et il loue qu'une taille en fait, donc le casque est très bien. La taille ça va, faudrait pas que j'ai une tête plus grosse ou qu'il soit, parce que là je suis au maximum. Hein. La taille adaptée, je pense que c'est le plus important, pas que le casque se balade. Et puis une bonne protection quand même, il y a différentes gammes de casques, donc il faut quand même avoir quelque chose qui protège bien. Et que ça soit un peu joli, tant pis. C'est pas trop chaud, ça fait pas étuve sur la tête? Non, l'aération du casque, c'est quelque chose qui est assez important aussi. Donc un casque léger, bien aéré, on le sent plus. Le VTT électrique commence à populariser la montagne sur 2 roues. Plus nécessaire d'être un athlète pour découvrir les gentianes de haut. Avec le VTT électrique, plus de gens plus âgés qui reviennent au vélo en montagne. À Saint-Luc, on peut louer des VTT électriques dans des magasins de sport ou au départ du funiculaire. On loue forcément avec un casque. Certaines personnes ne souhaitent pas prendre de casque, mais c'est quand même important. Il y en a qui refusent? Il y en a qui refusent, passablement de jeunes, surtout d'adolescents. Plus une histoire de style qu'autre chose. On montre quelques photos ou quelques explications, pas de casque, pas de vélo, et puis c'est réglé. Si le casque est compris dans le prix au funiculaire, dans ce magasin de sport, il se paye en supplément. Alors, ça s'est bien passé? Impeccable. Quand on loue un VTT, on reçoit le casque, en tout cas on le suggère. Mais quand même, 70 francs la journée de VTT électrique et 8 francs le casque? Si on fait les calculs, c'est clair qu'on est loin d'amortir même un vélo avec les locations qu'on fait. Et ensuite, après, s'il faut rajouter un casque, et imaginez quand même qu'un casque, après 10, 12 locations, on ne sait pas vraiment comment les gens les traitent, on ne sait pas s'ils sont tombés. Donc naturellement, ça a son coût. Certains clients ou clientes rechignent parfois à glisser leur tête dans un casque déjà porté, par souci d'hygiène ou par crainte des poux. Quand on rapporte un casque, la première chose qu'on fait, c'est que déjà on l'observe, on regarde qu'il n'ait pas eu de coup ou que de malfonction en quelque sorte qui pourrait par la suite éventuellement péjorer la sécurité d'un client suivant. Et ensuite, on lui pulvérise un produit qui s'appelle Fresh Pro pour enlever en fait les bactéries, les poux ou autres saletés qu'il pourrait y avoir dans le casque. Puis ensuite, nous le mettons sur un chauffage de manière à ce que le produit soit tout simplement plus efficace et activé. Un casque prêt à coiffer une nouvelle tête, car les petites rennes électriques demandent de sortir couverts. Plus bas dans la plaine, à Chipis, Marc-André Elzig collectionne tout ce qui se rapporte au vélo. Et tiens, voilà du boudin. Ici, vous avez 100 ans de vélo de piste,
Et déjà dans les années 20, il y avait le casque à boudin en cuir. Plus tard, dans les années 70, est venu le casque coque, comme on l'appelle. Ensuite, dans les années 80, le casque coque, mais avec de la mousse. Et en 2016, la dernière technologie avec la visière intégrée. Longtemps, le Tour de France s'est couru tête nue, au mieux avec une casquette. En 1948, lorsqu'il passait à Lausanne, Jean Robic avait déjà rendu célèbre son casque à boudin en gagnant le Tour l'année précédente. J'ai la réplique du casque de Robic. Robic qui était surnommé Biquet ou tête de cuir parce que vu ses nombreuses chutes, notamment dans les descentes, il avait eu 2 fractures du crâne. Et il avait décidé de porter un casque à boudin comme portaient les cyclistes sur piste. Son collègue, là, Gemignani, qui était un jeune et puis qui avait déjà un peu du bagou, et lors d'un Tour de France, il a embêté Robic sur son fameux casque. Et Robic, un peu vexé de l'outrecuidance de ce jeune, il est descendu à une moto de dépannage, a trouvé un marteau, revenu dans le peloton, et s'est frappé sur le casque pour prouver l'efficacité de ce dernier. Et il est resté très stoïque, tout le monde a regardé, et tout d'un coup, un filet de sang a commencé à couler le long de sa joue. Malgré cela, le peloton résiste à se couvrir le chef, jusqu'à protester cheveux au vent en 1991. Et ce n'est qu'en 2005, suite à la mort d'Andrei Kivilev dans le Paris-Nice, que le Tour de France rendra obligatoire le port du casque. Des casques désormais high-tech. Dans la roue allemande, chez Abu, on fabrique des cadenas et des casques. Bon, la production est en Chine surtout. 4000 employés travaillent dans l'entreprise, dont 400 ici au siège, à Wetter. Nicolas Moina est responsable du marketing pour la Suisse. Il nous dévoile la composition d'un casque. La première partie, c'est une espèce de Sagex qui s'appelle du polystyrène expansé. C'est ça qui va résister au choc en fait. Cette mousse, elle est ajoutée à une coque en polycarbonate. Une coque très très dure et plus épaisse qui est collée avec le Sagex si vous voulez. C'est plus facile à produire et moins cher, mais plus lourd. Et l'autre modèle où vous pouvez injecter justement cette mousse directement dans la coque qui fait un très très bon alliage, c'est les casques haut de gamme. Alors on a différentes structures qu'on peut mettre à l'intérieur, donc c'est pour renforcer la coque avec différents matériaux qu'on peut utiliser, avec des plastiques ou le Kevlar ou le carbone par exemple. Autant de matériaux qui permettent de diminuer l'épaisseur et le poids du casque, sans amoindrir sa capacité à absorber les chocs. La forme du casque est très déterminante et sa géométrie entre les différents axes sur le casque peut avoir un effet sur sa résistance. Donc pas forcément le fait d'avoir un casque complètement fermé ne sera pas forcément une plus haute sécurité qu'un casque avec une bonne aération. On portera d'autant plus un casque que son design et sa couleur nous plaisent. Mais le design et la couleur ne garantissent évidemment pas une bonne protection. Vous verrez les résultats de notre test. Un casque, c'est bien. Un bon casque, c'est mieux, évidemment. D'ailleurs, renseignez-vous avant d'enfourcher un vélo sur les routes européennes. Les réglementations varient d'un pays à l'autre. On fera un petit tour jusqu'aux Pays-Bas où le vélo est roi. En Suisse, rien ne vous oblige à porter un casque, sauf sur un vélo électrique ultra rapide. Tous les matins, Julien traverse la moitié du canton de Genève pour aller au travail. Il bénéficie depuis fin avril d'une voie verte, 5 km dédiés à la mobilité douce, soit le premier maillon d'une véloroute qui devrait relier à l'avenir le Mont Blanc au Léman. Julien, vous avez vraiment besoin d'un casque sur un boulevard qui semble vous être réservé ? Ah oui, parce qu'il y a d'autres vélos et puis on peut facilement passer par-dessus le vélo et faire un soleil, ce qu'on appelle, donc c'est quand même bien d'avoir un casque. Mais il fait quand même très chaud par rapport à un casque de VTT classique, c'est quand même pas très agréable à porter. Fin de la voie verte, c'est le trafic du centre-ville. Les pistes cyclables, quand il y en a, ne sont pas toujours continues. Difficile le passage du pont du Mont Blanc ? Alors un petit peu difficile, mais ça s'est beaucoup amélioré parce que maintenant il y a un passage pour vélo, alors qu'avant c'était soit on passait sur le trottoir et on avait quelques problèmes avec les passants, soit on passait au milieu de la route et on avait quelques problèmes avec les bus. Donc maintenant c'est quand même une amélioration le passage qu'ils ont créé pour qu'on puisse passer en vélo. Un grand classique, les présélections à gauche.
Plus facile lorsque les voitures sont arrêtées au feu rouge. Ça évite les frôlements dangereux. Mais il y a pire. Le pire, c'est d'être obligé de faire un freinage d'urgence ou de prendre un choc frontal et de partir la tête la première en avant. Alors, moi, c'est pour ça que je mets un casque. C'est parce que c'est de partir en avant, ça m'est arrivé 2-3 fois. Une voiture qui vous coupe la priorité, il faut freiner et là, en fait, le centre de la gravité avance et puis on monte et puis bon, je vous fais pas un dessin. Après, on tombe en avant, la tête la première sur le bitume. Sur son vélo électrique ou speedbike, Julien peut aller à 45 km/h. C'est rare que je vais au maximum parce que si je vais au maximum, en fait, déjà, j'épuise la batterie très rapidement. Et puis 45 sur un vélo, ça commence à aller vite. Hein. Donc, je dirais 30-35 en moyenne. D'une manière générale, feu vert pour rouler sans casque sur un vélo traditionnel ou électrique jusqu'à 25 km/h, en Suisse comme en Europe. Feu rouge en Finlande où les Finnois doivent porter un casque depuis 2003. Mais les rares têtes nues ne sont pas amendées. Au Portugal, les vélos électriques doivent sortir couverts. Et en Espagne, en dehors des villes, tous les cyclistes doivent chausser le casque, sauf s'il fait très chaud et si ça monte beaucoup. Quant aux enfants, impossible de pédaler sans casque en Espagne, en France, en Autriche et en Suède. Il en va tout autrement des vélos électriques propulsés jusqu'à 45 km/h. Tout speedbike doit porter coque sur la tête. Seules la Suisse et la Belgique se contentent d'un casque vélo traditionnel, pourtant homologué pour des chutes à seulement 19,5 km/h. Tous les autres pays exigent le port d'un casque moto homologué, sauf les Pays-Bas, qui ont émis leurs propres normes pour les casques de speedbike. Et pourtant, aux Pays-Bas, porter un casque est loin d'être une habitude. La mecque du vélo n'est pas celle du casque. Si 7% des Suisses pédalent régulièrement, ce sont 36% des Néerlandais qui enfourchent leur vélo chaque jour. Près d'un tiers de tous les déplacements dans le pays se font à vélo. Et tous les matins, 1,2 million d'habitants se rendent au travail à bicyclette. D'ailleurs, le pays compte plus de vélos que de Néerlandais. La professeure Ineke Spapé s'occupe de planification urbaine pour les vélos. Elle a participé à la sécurisation de ce passage où les vélos ont priorité sur les voitures. Et elle non plus ne porte pas de casque. Je n'ai pas besoin de casque. Je peux rouler en sécurité. Nous avons de bonnes infrastructures, les automobilistes savent comment se comporter avec les cyclistes. Alors je n'en ai pas besoin. C'est dans les années 70 que la Hollande a résolument pris le virage du vélo. Cela s'obtient dans la durée. Il faut créer une infrastructure sécurisante, un meilleur réseau de pistes cyclables, de plus grands parcs comme celui-ci. Et tout cela est intégré dans l'espace urbain quotidien. Alors, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de casque, parce que vous ne vous sentez plus menacé. Et vous savez que les cyclistes sont rois. Même à l'école, les enfants vont tête nue. Pourtant, il y a 20 ans, Ineke Spapé avait acheté un casque pour ses 2 enfants. Ils l'ont porté pendant environ 3 mois. Puis, ils ont commencé à s'en plaindre. Pour finalement me dire, « Maman, nous sommes les seuls à l'école, nous ne voulons plus porter de casque. » Alors, on a arrêté. Les plus âgés aussi roulent cheveux au vent. Et ce sont eux qui font de la Hollande le plus grand parc de vélos électriques au monde. 300 000 vendus seulement l'an passé. À 25 km/h, pas besoin de casque. Mais à 45 km/h, c'est différent. Il y a eu des recherches. Il semble que le cycliste sur un vélo électrique a d'autres besoins que le cycliste sur un vélo traditionnel en matière de casque. Alors, la Hollande, sans casque, s'est mise à édicter une norme pour les casques en speedbike. La NTA 8776. En tant qu'Ambus, on a décidé de travailler activement à cette nouvelle norme afin de pouvoir offrir un casque qui est adapté au vélo électrique, mais qui est quand même plus sûr qu'un casque vélo. Elle prescrit qu'on doit avoir une protection des tempes un peu plus élevée, donc la ligne de protection descend plus bas. Aussi dans l'endroit de la nuque, c'est une plus grosse protection sur la nuque. Et d'une manière générale aussi, la résistance au choc doit être plus élevée. Donc il y a un petit peu plus de mousse, ou on peut jouer avec la mousse ou avec la structure pour la renforcer, mais il faut qu'elle résiste plus au choc. Un choc calculé pour une vitesse de 23,4 km/h. C'est 4 de plus que pour un casque de vélo normal.
C'est vrai que le casque ne protège pas totalement, de loin pas. D'ailleurs, il peut même provoquer l'effet contraire, car les cyclistes casqués prennent plus de risques. D'autre part, l'automobiliste va pouvoir se dire « Oh, ce cycliste est bien protégé, alors je peux le frôler de plus près ». C'est ce qu'on appelle le risque compensatoire. Il amène les automobilistes à adopter une conduite plus dangereuse. Un point de vue souvent repris par ceux qui n'apprécient pas le port du casque. Porter un casque, c'est indispensable ou pas? Ça devrait être rendu obligatoire ou pas? La question a été clairement tranchée en Suisse pour les vélos électriques rapides qui vont jusqu'à 45 km/h. Vous l'avez entendu, le casque est obligatoire là. Mais pour les autres, on va en parler. Bonsoir Zoé Dardel. Bonsoir. Vous êtes la présidente de ProVélo Région Lausanne. Et alors vous, quand vous faites du vélo, vous en portez un ou pas? Alors j'en porte un, oui. Donc pour vous, c'est nécessaire à titre individuel? Oui, je le ressens comme quelque chose d'important. Par contre, il m'arrive de rouler sans, par exemple lors de voyages à vélo, sur des petites routes tranquilles, mais au quotidien, je le porte, oui. Alors quand on sait que dans les blessures les plus graves pour des cyclistes, ce sont celles qui touchent la tête, pourquoi ne pas rendre obligatoire le casque pour tout vélo, tout cycliste? Alors parmi les principaux arguments, c'est essentiellement qu'on ne veut pas avoir d'effet dissuasif pour les autres. Et puis ça reste à prouver. Enfin, disons que le port du casque reste quand même un peu le dernier rempart contre les chutes, mais il y a beaucoup de choses à faire avant la chute pour augmenter la sécurité à vélo. Donc, mais effet dissuasif, vous dites par exemple, c'est quoi l'effet dissuasif? C'est-à-dire que si on oblige, alors on voit clairement dans les pays qui ont imposé l'obligation du port du casque, je pense notamment à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on a constaté une baisse significative de la pratique du vélo. Donc ça doit rester quelque chose de recommandé, mais pas d'imposé dans tous les cas. Puis ça voudrait dire aussi que si vous circulez sur une petite route où il n'y a absolument pas de trafic, il faudrait le mettre systématiquement, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est un petit peu disproportionné et ça doit rester de la responsabilité de chacun. Malgré le fait que pour le BPA, le casque réduit d'environ 50% le risque de blessure à la tête, là vous maintenez votre position, pas d'obligation? Oui. Je pense que, disons, il y a beaucoup de choses à faire avant le port du casque. Surtout, il ne faut pas se focaliser exclusivement sur cette mesure. Que faire avant? Alors, je pense qu'il y a un peu trois dimensions dans la question de la sécurité. Il y a le comportement du cycliste lui-même, sa conduite. Il y a le comportement des autres usagers. Et puis, en amont de ça, il y a aussi toute la question des infrastructures, où on a clairement une grande longueur de retard sur des pays où on compte beaucoup de cyclistes. Comme la Hollande, on l'a vu, on est loin ici d'avoir des pistes séparées, ou comme si l'on pense au Danemark aussi. Donc, en termes d'infrastructure, ici, c'est plus dangereux de circuler en vélo quand même. Oui, et puis d'ailleurs là-bas, ils ne portent pas le casque et ils ont clairement des taux d'accidentologie qui sont beaucoup plus bas. Donc ça montre bien que le port du casque, c'est pas la panacée. Le taux de port du casque a beaucoup augmenté en Suisse ces dernières années. Par contre, les chiffres au niveau des accidents n'a pas vraiment baissé, loin de là. Exactement. Ouais. Alors on l'entendait, cette professeure hollandaise qui disait ceci: les cyclistes casqués prennent plus de risques, les automobilistes adoptent une conduite plus dangereuse. Ça peut paraître étonnant, vous êtes d'accord avec ça? J'ai pas de statistiques pour le prouver. Je le constate en tout cas pas forcément au quotidien. Par contre, on voit qu'il y a des pratiques intéressantes du type quand un cycliste est chargé, qu'il a des sacoches, les automobilistes prennent plus de marge. On le constate peut-être aussi avec des enfants, mais ça reste que des impressions. Au quotidien, pour moi, c'est pas forcément confirmé. Donc si on résume, pas d'obligation du port du casque, mais des mesures à prendre sur l'infrastructure et sur le comportement. D'ailleurs, le comportement, on va en parler encore dans la suite de cette interview que l'on va faire avec vous et qui pourra être vue en bonus sur notre site internet. En attendant, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Très bonne soirée, Zoé Dardel. Je vous en prie, merci. Revenons au casque maintenant. J'avoue ne pas avoir trouvé une seule association qui prône l'obligation de porter un casque. Si vous en connaissez une, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook. Et maintenant, vous allez entendre un témoignage assez bouleversant, celui d'un rescapé. Stéphane Pichonnat faisait beaucoup de VTT. Mais c'est lors d'un entraînement sur une route toute droite, en mars 2017, qu'il entre en collision avec une voiture roulant en sens inverse. J'étais environ à 50 km/h en descente. Et
On m'a raconté que je suis rentré dans la voiture. Et après, j'ai plus de souvenirs depuis le choc. Puis après, ouais, le trou noir en fait. Vous pouvez me lister tout ce qui a été cassé chez vous? Ouais, à peu près, je pense que je vais en oublier. J'ai eu la rotule cassée, quelques côtes, je crois 7, 2 cervicales, l'épaule, l'avant-bras, le poignet foulé, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai les cervicales, 2 traumatismes crâniens et clavicule omoplate. Je crois que j'ai rien oublié. Lors d'accidents, le diagnostic principal concerne à 42% les membres supérieurs, des épaules aux doigts. Les membres inférieurs, des hanches aux pieds pour 24%. 18% des atteintes principales concernent la tête et le cou. 13% le tronc et 4% l'ensemble du corps. C'est le cas de Stéphane. Notre cycliste se retrouve en réadaptation à la Suva après 5 semaines d'hôpital, dont 2 dans le coma. Lors de chutes violentes, même avec un casque, le cerveau est malmené. On va prendre un exemple qui est le plus courant, qui est le choc frontal, avec ou sans fracture du crâne, et qui va d'une part pouvoir entraîner une lésion directe, qu'on voit ici d'ailleurs très bien, une lésion directe sur le lobe frontal. Ensuite, ce choc va entraîner un ébranlement du cerveau, d'abord antérieur et ensuite postérieur. Le troisième élément auquel on pense moins et qu'on ne revoit pas sur le scanner au départ, c'est l'ébranlement vertical du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a dans l'axe du cerveau et de moelle épinière est étiré aussi pendant le choc. Et ça va entraîner des étirements des neurones qui vont pouvoir se casser ou être cisaillés. Et ça va entraîner des troubles de l'attention, de la concentration, de la planification, mais qui vont se voir grandement dans l'activité, dans le travail, où ça va devenir très difficile. Stéphane a dû réapprendre à déchiffrer les visages. J'aimerais que vous alliez cliquer sur l'émotion qui correspond. Qu'est-ce qui est difficile? De reconnaître 2-3 visages, ouais, comme la peur ou le dégoût, la colère, des fois différencier. Nous l'avons aidé à améliorer ses capacités d'attention, de concentration, de retenir les nouvelles choses et de s'en souvenir. Et puis, plus généralement, les capacités d'organisation et de planification qui étaient un peu réduites également au début. 80% des personnes retrouvent la marche après un traumatisme crânien sévère. Mais 80% aussi gardent des séquelles cognitives qui vont les gêner au quotidien. Dans les ateliers de la Suva, Stéphane testait son endurance au travail. Aujourd'hui, il a repris son métier de cuisinier. Pourquoi vous travaillez que 3 heures par jour? Je change justement à cause de les tâches de travail qui sont pénibles, ouais. Et un peu aussi à cause de mes traumatismes crâniens, pour la fatigue, pour ne pas recommencer trop vite, bien gérer la fatigue. Sans aucun souvenir de son accident, Stéphane Pichonna s'est vite remis en selle. Il estime que son casque lui a probablement sauvé la vie. L'an passé, en Suisse, 1042 personnes se sont blessées à vélo et 37 sont mortes. Moi, personnellement, je mets un casque tout le temps, d'autant plus vu ce que je vois. Alors, c'est sûr que le casque ne fera pas tout et il y aura évidemment des lésions, même avec casque. Des fois, au niveau des neurones, ça joue à très peu de choses le devenir, donc il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Selon une étude américaine, le port du casque diminue de 58% le risque de traumatisme crânien, qui, lui, cause la mort du cycliste dans 80% des cas. Rouler couvert, comme le fait le médecin qu'on vient d'entendre, mais pas avec n'importe quel casque. Non, il faut bien le choisir en fonction de sa morphologie et de notre test. Choisir son casque, c'est tout un art. Vous avez des casques qui sont plutôt typés VTT, des casques qui sont plutôt typés véloroute, des casques qui sont plutôt typés urbains, comme cela. Un prix ne justifie pas forcément un niveau de sécurité. Vous payez le casque par rapport à la marque, par rapport aux éléments qui sont montés dessus. Par exemple, c'est sûr qu'un casque avec une visière en plus et une petite broderie en cuir, ça a un prix. C'est sûr que sur un casque comme celui-ci, par exemple, on est sur un plus basique, mais il vous protège quand même à un très bon niveau de sécurité. Et en plus de ça, avec une protection MIPS.
La protection MIPS fonctionne comme un deuxième cuir chevelu. Elle permet au casque de bouger en cas d'impact sur le côté, en réduisant d'autant les répercussions sur le cerveau. Je peux essayer, c'est ma Bien taille sûr, ou pas allez. du tout? Ça, on va regarder une fois que vous l'aurez sur la tête. Donc là, ça me paraît pas mal. Alors le bon test, en fait, si vous voulez, c'est juste par rapport à la hauteur du casque. Il faut juste arriver à l'arrêt du nez à 2 doigts. Vous l'avez trop haut. Donc en gros, il faut le baisser un peu plus et le mettre un peu plus en avant. D'accord, Tout comme simplement. ça. Voilà. Si je refais le test, là, on est bon. Ok. La forme du casque doit bien s'adapter à la tête, mais aussi s'ajuster sans bouger ni serrer, même avant de fermer la jugulaire. Premier test au niveau du front. Là, c'est tout bon. Comme il est ça. bien placé, effectivement. Peut-être le resserrer un peu à l'arrière. Ensuite, l'important étant de mettre la dragonne. Et au niveau de la dragonne, il faut que vous ayez un écart de 2 doigts juste sous la gorge. Bah écoutez, je crois que je vais prendre celui-là. En Parfait. plus, il rentre bien dans mon budget. Tant mieux. Et puis, je vais m'en aller. Pour un casque, comptez entre 30 et 350 francs. Parmi les idées nouvelles, ce casque airbag qui se porte comme une minerve et se gonfle instantanément en cas de chute. Son efficacité reste à prouver. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Merci Au revoir. En Suisse, 46% des cyclistes roulent casqués. Les ados et les jeunes jusqu'à 30 ans sont plus réfractaires. Les femmes aussi. Nous sommes 5% de moins que les hommes à porter coiffe qui décoiffe. Casqués comme jamais, les Romans et les Tessinois se protègent davantage que les Alémaniques. Mais ces casques résistent-ils à une chute à 23,4 km/h? Parce qu'au-delà, le casque devient de toute façon bien moins efficace. Nous avons donc emmené 10 modèles de casques dans un laboratoire à Poitiers pour les tester. Ils ont été achetés dans des grandes surfaces et des magasins de sport. Donc là, on va le conditionner, celui-ci, à une température de moins 20 degrés pendant une durée qui va de 4 à 6 heures et simuler une condition extrême d'utilisation. Un casque à moins 20 degrés quand il durcit dehors tout l'hiver. Un autre casque à plus 50 degrés quand il cuit derrière un pare-brise en été. Un troisième pendant 48 heures sous des UV. À chaque fois, les tests se font immédiatement à la sortie du conditionnement. D'abord, la tenue du casque sur la tête qui ne doit pas se déchausser lors d'un choc. Puis on vérifiera aussi l'élasticité de la jugulaire. L'objectif de ces tests est de voir si les casques répondent à la norme hollandaise pour speedbike, la NTA 8776. Si les vélos électriques rapides peuvent rouler à 45 km/h, les crash tests se font à une vitesse bien moindre. Car un casque n'assure une protection intégrale qu'à une vitesse minimale, soit ici 23,4 km/h. On simule la chute sur un bord de trottoir. Et donc là, en fait, on va venir larguer le casque. Changement d'enclume pour simuler la chute sur une route plate ou contre un mur. Cassé, le casque prouve qu'il a absorbé l'énergie du choc. Il devient inutilisable. Mais voyons les résultats. C'est des casques qui ont été testés, les voici. Et bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Alors ces casques ont été passablement malmenés selon une norme qui a été effectivement développée aux Pays-Bas. Dites-nous tout. Oui, alors c'est une norme pour les vélos électriques. On a voulu savoir ce qu'il allait se passer en Suisse avec nos casques suisses. Aujourd'hui en Suisse, on vous vend des casques qui sont testés à 16,2 et 19,5 km/h. Alors on s'est dit, on va essayer de les tester selon cette norme hollandaise à 19,5 et 23,4 km/h. Un peu plus rapide donc. Oui, mais 23,4 km/h, c'est encore pas 45 km/h, ce que certains vélos peuvent faire. Hein. Exact, mais il faut savoir que 23,4, c'est un choc sur une enclume en acier qui est vissée au sol, qui ne bouge pas. Donc le choc est très fort. Il n'y a aucun amortissement par une carrosserie de voiture ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même pour le cerveau, pour le crâne, c'est un impact fort malgré le casque. D'ailleurs, pour les motos, on fait les mêmes tests, mais à 27 km/h, parce que les spécialistes considèrent qu'au-delà, eh bien, il y a des risques corporels trop importants pour le cerveau notamment. Waouh. Donc pour ce test, nous avons choisi quoi? Eh bien des casques unisexes pour rouler en milieu urbain. On commence avec ceux qui résistent mal au choc au-dessus de ces fameux 23,4 km/h. À cette vitesse, le Leopard Street ne résiste pas du tout aux 3 tests de choc frontal. C'est un des meilleurs marchés de notre échantillon à 54,95 francs chez Coop Brico Loisirs. Même chose pour le Uvex City. À 23,4 km/h, c'est le choc frontal en basse température cette fois qui le fait trébucher.
Le Urban Lifestyle de casque n'aime pas non plus le froid. Réfrigéré à moins 20 degrés, il ne résiste pas à l'enclume frontale à 23,4 km/h. À noter que c'est le modèle le plus cher de notre échantillon, 209,90 francs sur le site M-Way. Enfin, le dernier sous la barre est le modèle IBAN de marque Abus. Vendu 129 francs chez Athleticom, c'est le choc frontal suite au vieillissement artificiel qui lui est fatal. Alors ces 4 casques qu'on vient de voir répondent tous aux exigences de la norme suisse, c'est-à-dire être capable de résister à des chocs à une vitesse lente, dirons-nous, de 19,5 km/h, mais quand même, c'est pas un bon résultat quand on sait le développement des vélos électriques à grande vitesse, hein, Stéphane. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut dire que pour les vélos normaux, si on est dans une descente ou si on entre en contact, enfin en collision avec une voiture, on a déjà pas mal de problèmes parce qu'on va plus vite que ces 19,5 km/h. Et là, sur un vélo électrique à 45, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a des réactions du côté des fabricants de ces 4 casques? Tout à fait. Alors, Uvex, Casque et la COP nous confirment que leurs casques sont tout à fait aux normes avec cette norme suisse 1078, la seule qui est valable en Suisse, et que ces casques n'ont pas été testés selon cette norme hollandaise qui n'est pas valide sur notre territoire. Bon, ça c'est assez clair, mais est-ce que ces mêmes marques ont des casques qui résistent à une vitesse haute pour vélo électrique? Oui, Uvex nous précise qu'elle dispose d'un modèle qui correspond à cette norme, et la COP nous indique vendre des casques spéciaux pour vélo électrique rapide. Donc il faut se renseigner auprès des vendeurs pour trouver le modèle adapté. C'est une bonne solution. Et d'où l'intérêt quand même, il faut le dire, de ce test pour vous aider à bien choisir. Voici maintenant 6 autres casques tout à fait recommandables pour des vitesses rapides qu'on a classés selon leur prix. À 189 francs, le casque Giro donne le tour. Ce modèle Aspect 2017 a été acheté chez Veloland. Même résultat et même magasin pour ce Roadster avec visière à 174,90 francs. Bordure de trottoir et choc frontal ne lui font pas peur. On passe à 129 francs tout rond chez Sport XX pour le modèle Hub de Bell. Il résiste bien, lui aussi. C'est tout bon aussi pour le Panoma de Alpina commandé chez ProVélo pour 63 francs. La moins chère de ces coiffures protectrices, c'est le casque Vélo de Ville 500 de Between. Nous l'avons trouvé à 32,90 chez Decathlon. Enfin, le dernier casque du test est le seul qui répondait déjà à cette fameuse norme hollandaise. Il s'agit du modèle Pedelec Plus d'Abus. 149,90 francs chez Oxner. Il réussit le test sans sourciller. Vous n'avez pas tout noté, eh bien pas de problème, vous retrouverez évidemment ces résultats sur abe.ch et dans le magazine Bon à savoir de septembre, Bon à savoir qui était notre partenaire sur ce test. Moralité, si vous avez adopté une vitesse rapide avec un vélo ou roulez vite à plus de 25 km/h, il vaut mieux se fier à cette norme hollandaise. Maintenant, certains casques ont des visières. Stéphane, est-ce qu'elles ont bien résisté au choc infligé par le laboratoire? Alors tout à fait, il n'y a pas eu de constat anormal sur les visières, pas de problème de ce côté-là. Ce qu'on peut donner comme conseil, c'est bien sûr si on aime les lunettes de soleil, si on a des lunettes optiques, c'est de les prendre quand on essaye un tel casque, ne serait-ce que pour voir si la visière passe bien par-dessus. De l'essayage aussi. Ouais. Merci Stéphane, bonne soirée à vous. Et puis avec ou sans visière, le casque a inspiré notre youtubeur du mois, Carmine. Pas réfractaire du tout, mais sous un casque pour vélo, les idées brassent parfois jusqu'à l'absurde. Les amis, pour cette vidéo, il va falloir vous protéger. Et je ne parle pas de protection sexuelle, mais je vous parle bien d'un casque de vélo. Ouais, je vais rester comme ça pendant toute la vidéo. Ouais. Non mais imagine, t'es avec un pote et d'un coup, il te dit ça. Bon mec, c'est pas tout, mais je vais aller voir une meuf. Bonne chance. Ah, en fait, Mathias. Quoi? Oublie pas de te protéger. T'inquiète, j'ai un casque. I'm sexy and I know it. Yes, ça commence bien. Tu sais, la phrase qu'on va dire le plus souvent quand tu fais du vélo, c'est « Mets un casque !» Ah, qu'est-ce qu'ils ont pu me les casquer avec ça? Excellent jeu de mots. Merci. Après, tu as des gens qui ont une vision, différente du casque. T'as celui qui se protège normalement, celui qui se protège un peu trop, celui que tu sais pas pourquoi il se protège tout le temps. T'as aussi cette fameuse personne qui trouve des excuses pour ne pas mettre de casque. Il y a aucun moyen que je mette un casque. J'ai surtout pas envie de me décoiffer. Mais ça, je pense que tu comprends. De ouf, mec. Et le meilleur pour la fin, t'as celui qui prend son casque avec lui, mais qui ne va pas le mettre sur sa tête. C'est quoi ton délire? C'est comme si un mec, tu sais pas pourquoi il veut faire du vélo, mais il te fait ça. Bon les gars, c'est pas tout, mais moi j'allais faire un petit tour à vélo. A plus les gars. Bon, après le vélo, honnêtement, c'est pas trop mon truc, hein. Je veux dire, pédaler, tout ça, rien d'y penser, ça me fatigue. Autant les descentes, ça va. Autant les montées. Allez.
Après, t'as des mecs qui sont à l'aise de ouf sur un vélo. Il y a des mecs qui sont tellement à l'aise sur un vélo que quand ils voient des escaliers, ils vont faire ça. Alors que moi, c'est un peu différent. Putain. Oh. Bon. Après, t'as une autre catégorie, c'est les pros du vélo. Tu sais, eux, ils te font des trucs de psychopathes. Et t'en as qui, comme moi, galèrent à passer par-dessus un minable petit obstacle. Ah, putain. J'ai jamais compris pourquoi il y a des mecs qui roulent à vélo sur une roue. Bientôt, ces mecs-là, ils vont rouler à vélo, mais sans les roues. Salut les gars. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous protéger. Prenez le moins de risques possible, car les accidents, malheureusement, c'est très vite arrivé et j'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose parce que je vous aime bien. Sauf toi. Allez, sortez couverts. Après tant de 2 roues, on passera aux 4 roues et à vous qui nous écrivez. Alors imaginez la scène. Vous êtes en panne sur la route des vacances ou du retour des vacances. Vous comptez sur votre livret Eti qui vous promet, je cite, une protection complète grâce à un meilleur dépannage. Un livret Eti qui vient d'ailleurs de fêter ses 60 ans et se réjouit d'avoir 630 000 abonnés. Mais pour une de nos téléspectatrices, le dépannage a été compliqué. Les explications de François Janet. Centrale téléphonique du TCS à Vernier, c'est ici qu'aboutissent tous les appels des détenteurs de livrets Eti en difficulté avec leur véhicule quelque part en Europe. Est-ce que le dépanneur est déjà arrivé? C'est ici aussi qu'est arrivé l'appel de Jeannette Pérez, un jeudi du mois d'août. Oui, bonjour, c'est Madame Pérez. Écoutez, je vous téléphone par rapport à... On est parti du nord du Portugal. Et à environ 100 km de Bordeaux, la voiture a commencé à nous faire des à-coups, comme des sauts sur l'autoroute à 130. Donc. Et là, on a pris assez peur. Donc, on a décidé de s'arrêter dans la périphérique de Bordeaux et de prendre contact avec le livret Eti. Une demi-heure, 3/4 d'heure après, le dépanneur vient. Et il a senti la même chose. Et sur le ticket de dépannage, il a annoncé le même problème. Pendant ses vacances, Jeannette Pérez a roulé plus de 2000 km jusqu'à cette panne. Sur recommandation du livret Eti, elle contacte un garage concessionnaire de sa marque, près de Bordeaux, mais ils sont surchargés. Ils ne peuvent rien faire avant 15 jours. Madame Pérez rappelle donc le TCS et demande à pouvoir rentrer en Suisse. Là, la dame me propose très gentiment qu'une voiture de location sera mise à disposition pour nous. Mais Madame Pérez n'a pas de carte de crédit. Impossible donc de louer une voiture. C'est pas de chance. Et je dis, mais maintenant on fait comment? Je dis, parce que la voiture est partie, on se retrouve avec un mari avec un handicap, une fille adolescente qui râle, un grand chien de 40 kilos, donc c'est juste pas possible. Cette problématique est liée à la carte de crédit, elle n'est pas inhérente au Touring Club Suisse. En fait, celui qui loue la voiture, normalement, doit pouvoir se porter garant et c'est la carte de crédit qui fait foi. D'autres solutions sont alors envisagées. Là, ils me parlent de billets d'avion. Alors, je leur explique bien, j'ai quand même un chien de 40 kilos. Je sais que pour voyager en avion, normalement, il faut des varicannelles pour le chien. Donc et là, une caisse de voyage pour l'avion. Et là, je lui dis tout de suite que c'est pas possible. Je dis, j'ai mon mari qui a de la peine à se déplacer. Je connais pas Bordeaux, on n'a plus de voiture. Comment je vais, où? Oui, c'était pas faisable. Le livret Eti, pour ça, au niveau des conditions générales, est très clair. Ce qui est couvert, ce sont les personnes, donc pas les animaux. Donc là, c'est vraiment, ça fait même l'objet d'un chapitre à part entière. Donc là, nous n'entrons pas en matière et c'est très clair. Si des animaux domestiques voyagent avec le bénéficiaire, aucune prestation les concernant n'est accordée. Reste la solution du train. La famille Pérez saute dans un taxi, opération difficile pour le mari handicapé des jambes, direction la gare de Bordeaux. Sur place, Madame Pérez achète elle-même ses billets de train, 700 €. Là, on se heurte à une autre difficulté, c'est que, en règle générale, les prestataires qui fournissent des billets de train n'acceptent pas que ce soit des tierces personnes qui les achètent. Donc, en général, on demande au détenteur d'avancer les frais lui-même, de trouver les billets, ces solutions, et nous remboursons quand ils sont de retour en Suisse. La famille Pérez rentre donc en Suisse. La voiture reste dans un garage près de Bordeaux.
Les jours passent jusqu'au nouveau coup de téléphone de la centrale du livret Eti. Et là, ils me disent que pour le mécanicien de France, la voiture n'a absolument rien. Et là, c'est où j'étais pas d'accord. On était 3 personnes dans la voiture. Les 3, nous avons vu et senti ce qu'elle faisait la voiture. Ça nous a fait arrêter. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui allait pas. Et il m'a dit, vous devez venir, vous, en France, récupérer votre voiture et suivre votre voyage. Et là, j'étais pas d'accord. Parce que après la peur que j'ai eue, je ne suis pas disposée à conduire cette voiture dans cet état-là. Alors là, nous sommes dans un cas de figure assez rare. En règle générale, quand il y a une panne, c'est assez clair, elle est quand même assez vite identifiée. En l'occurrence, quand on a eu un premier diagnostic qui a été posé par le garagiste, lui, il n'a pas constaté de panne. Il a pris le véhicule, il a regardé, il a fait un tour avec, il n'a pas eu les vibrations et il n'a pas constaté la panne. Alors, comme ils ont dit la toute première fois, quand je les ai eu au téléphone, puis que Audi Bordeaux a dit qu'ils ne pouvaient pas prendre la voiture, ils m'ont dit que la voiture allait être rapatriée. Alors, c'est la seule chose que je demande. En fait, la confusion qui est le plus souvent faite, c'est qu'on pense qu'une fois que la réparation est effectuée dans un pays étranger, la voiture ensuite va être rapatriée en Suisse par le TCS. En fait, non. Dans les conditions générales, c'est assez clair. Nous, ce que nous assurons, c'est la situation d'urgence, le dépannage sur place, le retour en Suisse des personnes. Mais après, nous couvrons les frais de voyage qui seront inhérents, en fait, qui vont retourner sur place rechercher le véhicule. Quand Jeannette Pérez a appelé à bon entendeur pour nous raconter les épisodes de cette mésaventure, elle ne connaissait pas encore la décision finale prise par le TCS. Le TCS s'est engagé aujourd'hui à ramener son véhicule en Suisse. Il sera envoyé dans le garage de son choix. Et à partir de ce moment-là, une réparation aura lieu. Si la réparation est faite, il faut que le devis nous parvienne, enfin la facture, dans les 2 mois. Et puis là, dans ce cas-là, tout sera réglé et couvert. Maintenant, s'il est avéré que ce véhicule n'a pas de panne, alors là, toutes ces prestations tombent. Et là, ça restera entièrement à la charge des détenteurs. La voiture de Mme Pérez a été rapatriée en Suisse la semaine dernière. En garage l'a examinée à nouveau. Verdict, cette voiture a bel et bien un problème. Il va falloir changer l'arbre de transmission. Le devis de réparation s'élève à 1 450 francs. Bref, la probabilité que ça casse si elle avait poursuivi son trajet de retour était importante. Moralité, Mme Pérez a eu raison de s'arrêter à Bordeaux. Raison aussi de ne pas baisser les bras face à un livret Eti pas très coopérant. Et donc le TCS va lui rembourser les frais, hôtel, le retour en train, le rapatriement de la voiture, mais pas la réparation de la voiture. Ça, c'est très clair. L'électricité solaire a le vent en poupe. C'est devenu intéressant et moins cher d'équiper de panneaux photovoltaïques une villa, un immeuble. Les coopératives d'habitation s'y mettent. Ce qui est nouveau, c'est que je peux vraiment avoir un cadre sûr, établi pour pouvoir vendre l'électricité que je produis avec mes panneaux à mon voisin ou pour un propriétaire, à mes locataires et voire même pour un industriel, aux bâtiments, aux industriels voisins. La politique énergétique 2050, votée par la Suisse l'année passée, devrait doper cette énergie photovoltaïque. Elle pourrait nous concerner tous dans un proche avenir, sans oublier un sacré progrès. Aujourd'hui, les panneaux solaires sont en pleine révolution esthétique et deviennent des matériaux de construction. Alors ça, c'est un panneau photovoltaïque, exactement. C'est un panneau très standard même en fait, puisqu'il a les cellules solaires chrysalides qu'on a l'habitude de voir. Sauf que par-dessus, on a mis un film qui est finalement l'innovation en fait, de ce panneau qu'on a développé ici au CSEM, qui permet d'être le support d'une image à très haute définition et qui couvre complètement le panneau solaire. On ne voit plus du tout les cellules. Et puis c'est ça finalement qui en fait un objet artistique plus qu'un panneau solaire. Mais il y a quelques bémols. Revendre son électricité en la réinjectant dans le réseau, c'est peu intéressant. On verra pourquoi. Stocker de l'électricité produite par les panneaux, c'est possible, mais c'est cher. Incitation, rétribution, stockage de l'énergie, c'est le présent. À bon entendeur vous fera aussi découvrir mardi prochain l'avenir de cette énergie. Les panneaux photovoltaïques sont un marché en plein développement. Avant de terminer, je fais appel à vous, à vos expériences. Vous êtes assuré en assurance de base, évidemment, c'est obligatoire. Vous souhaitez vous faire opérer hors de votre canton pour de bonnes raisons, mais on vous en a empêché. Si vous avez vécu une telle situation, n'hésitez pas à nous écrire sur abe.ch ou sur Facebook. Vous savez tout, bonne fin de soirée, à mardi prochain.